Vous avez commencé à l'évoquer, je propose qu'on s'intéresse maintenant au rôle de la communication qui est assez largement remis en question depuis quelques temps maintenant et qu'on le fasse pour nourrir le débat qui va suivre à l'aune de certaines pratiques relativement nouvelles. CB News et Havas Media ont choisi pour ouvrir cette discussion d'interroger le patron de la marque et de la publicité d'EDF, Aurélien Pernaut, que j'invite à me rejoindre sur scène. Merci d'être avec nous. Un plaisir, merci, bonjour à tous. Alors pourquoi vous, quelque part, pourquoi est-ce qu'on a voulu avec Havas Media vous faire parler ce matin? C'est parce que bien entendu vous avez assez largement préempté le terrain de la sobriété, notamment en publicité, qui est assez éloigné quelque part des promesses de volupté de la publicité d'antan. On se demandait quelles étaient les questions que vous vous étiez posées au moment de manier ce registre qui s'est un peu imposé. Beaucoup de questions, ça a été un petit sujet pour nous l'année dernière, du fait de l'actualité internationale, du fait de l'actualité de notre marché, et donc c'est une question qu'on n'a pas pu éviter. Pour autant, et ce qu'on voit défiler à l'écran le montre, et certaines personnes dans la pièce peuvent en témoigner, c'est une thématique qui fait partie de la marque depuis des dizaines d'années, la chasse au gaspillage, les économies d'énergie. On a cette mission-là auprès de nos clients, donc pour le coup c'était un sujet récurrent pour nous. La différence l'année dernière, enfin depuis l'année dernière, c'est que c'est un sujet qui est mis en tension pour nos clients de façon individuelle et pour la société d'un point de vue plus collectif. Donc on ne pouvait pas y échapper. Nous, le choix qu'on a fait, c'est d'en faire un sujet de client. On aurait pu en faire un sujet d'entreprise, on aurait pu en faire un sujet de société, on aurait pu en faire un sujet de production, puisque l'acuité de la crise énergétique a été un peu aggravée par l'état de notre propre parc industriel. Donc c'était une précaution en plus qu'on devait prendre. Et donc, on a choisi d'en faire un sujet client, considérant que pour que les gens passent à l'action, il fallait non pas que ce soit un sujet transcendant, un sujet collectif, mais qu'il fallait actionner des leviers individuels. Pour le coup, et je pense qu'on n'est pas la seule marque à avoir eu cette idée brillante, pour que les gens passent à l'action, il faut qu'ils aient un bénéfice individuel et le sentiment de participer à quelque chose de collectif. À partir de là, on s'est fait une réflexion qui était de rapprocher la crise énergétique et la crise hivernale de façon plus spécifique de la période du Covid. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était à la fois une crise individuelle et collective. On pouvait soit avoir des factures qui augmentent, soit avoir un blackout de la même façon qu'on pouvait soit tomber malade, soit transmettre la maladie. On s'est aussi interrogé sur le fait que c'était une crise qui pouvait être évitée si jamais chacun faisait des efforts. Et évidemment, la comparaison avec le Covid était pertinente de ce point de vue-là aussi. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on ait une communication comparable, peut-être dans son esprit, à ce qui avait été fait, en l'occurrence par le gouvernement, avec les fameux gestes barrières. Et on s'est intéressé à créer les gestes barrières de l'électricité. On a appelé ça les gestes d'hiver, en se disant qu'on était très intelligent puisque c'était l'hiver. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que l'hiver avait une fin et la sobriété non. Donc on a débaptisé, entre guillemets, cette affaire pour appeler ça les gestes utiles, puisqu'ils seront utiles en toute saison, notamment puisque notre parc industriel ne s'est pas remis avec le printemps. Donc pour le coup, on a créé ce langage-là, je baisse, j'éteins, je décale, considérant qu'on n'était pas là pour... et c'est intéressant, ça a été dit plusieurs fois ce matin, on n'était pas là dans une approche morale, à prôner la sobriété dans un vocabulaire qui ne voulait pas dire grand-chose dans notre approche client-centric. Et pour le coup, on était là pour dire, vous pouvez baisser, vous pouvez décaler, vous pouvez éteindre. On ne sait pas ce que vous allez baisser, éteindre, décaler, ce n'est pas notre problème. Vous le savez mieux que nous. Nous, on est juste là pour donner ces trois clés, ces trois mots. Et au-delà de la pratique, au-delà des trois verbes, on n'a en vérité pas dit grand-chose. Comment ça a été reçu je sais que vous l'avez pré-testé, post-testé. Oui, parce qu'on est des gens visionnaires, mais pas courageux, donc on a pré-testé. Pour le coup, avec des résultats qui sont pour nous deux fois intéressants. Intéressants parce que pas super, et intéressant parce qu'on y est quand même allé en pré-test. Ouais. Pour le coup, ce qu'on a vu en pré-test, mais on était au mois de juin dernier, donc on était un peu en avance de phase quand même sur cette dimension-là. On était un peu alone aussi vis-à-vis d'un État qui était encore en période électorale et qui donc n'était pas très intéressé par le sujet. Et donc pour le coup, ce qu'on a vu en pré-test, c'est on comprend que ce n'est pas le même discours économie d'énergie que d'habitude. On comprend le levier individuel et la contribution collective. En revanche, on flippe et on n'aime pas ça.
Nous, on est quand même une marque du consensus. Quand on parle, on aime bien que ça parle à 70 millions de gens d'un coup. Donc pour le coup, ce n'est pas tellement dans notre culture que d'assumer quelque chose qui peut être clivant. Vous perdiez combien de pourcents de la population? On perdait un gros tiers. Un gros tiers, à l'échelle d'un portefeuille de 25 millions de clients, ça fait du monde. Et pour le coup, encore une fois, voilà, ce n'est pas notre culture. Pour autant, et c'est là aussi nous-mêmes qu'on a grandi avec l'enjeu, je crois, c'est qu'on s'est dit il vaut mieux une communication clivante, mais qui fait passer 2/3 des gens à l'action, plutôt qu'une communication consensuelle, mais qui finalement fait éteindre la lumière à personne. C'est ce parti-là qu'on a pris et c'est la campagne qu'on a développée avec ce langage qui a d'une part infiltré tous nos canaux de communication, qu'ils soient médias, hors médias, clients, et d'autre part qui ont aussi infiltré la communication de l'État puisqu'on a transmis nos gestes utiles à la campagne du gouvernement. Donc pour le coup, on a eu quand même le sentiment de déployer quelque chose de neuf, qu'on a évidemment post-testé sous toutes ses coutures, pour se rendre compte que ce parti qu'on a pris, a été bien compris, bien perçu, et pour le coup, on l'avait pré-testé en avance de phase. Une fois qu'il a été live, il était adapté aux enjeux du moment, donc pour le coup, ce pari-là était gagnant. Et on se rend compte aussi que la façon dont on l'a communiqué a été plutôt bien perçue, c'est-à-dire, dans le fond, un parti pris un peu flippant, mais dans la forme, tous les atouts, tous les attributs d'une marque qui vient donner à ce discours-là les apparences de quelque chose de pas dramatique, de pas grave et de pas compliqué. Ça a été aussi beaucoup dit ce matin, sobriété versus effort versus renoncement. Nous, on a essayé d'avoir une approche un peu détendue pour se dire que c'était pas grave et qu'on ne demandait pas aux gens de vivre à la bougie, mais juste d'éteindre quand ils n'étaient pas là. Et somme toute, ça a eu des effets comparables. On peut peut-être voir les prints de la campagne d'ailleurs, parce que ça, c'est une campagne qui date des années 90, je crois aussi. De la même façon que le film qu'on a vu qui datait d'il y a 30 ans déjà, 93 pour ceux qui étaient témoins. Par rapport aux enjeux du moment, il y a aussi les enjeux, donc le fond des messages et puis la forme qu'ils prennent. Vous avez déployé cette campagne en affichage, notamment en affichage rétro-éclairé. À quel point est-ce que ça a été, alors critiqué forcément, ça l'est toujours par une partie de la population, mais sujet à discussion? Ça a été un sujet aussi avec la question qui est jusqu'où on pousse l'exemplarité et à quel moment ça devient une forme de radicalité. Chez EDF, il y a quand même une petite partie de population énervée sur la question et qui est de se dire si on voit ce type d'image avec une affiche rétro-éclairée qui demande aux gens d'éteindre, jusqu'où, un, on est schizophrène, deux, on se fout un peu de la gueule des gens. Ça a été une vraie question qu'il a fallu déconstruire pour le coup en interne, puisque l'interne, pour le coup, a été non pas un obstacle, mais une vraie condition, pour le coup, d'acceptation de la campagne et de sa portabilité. Si on n'a pas l'assentiment de notre corps social, comme on est 100 000, c'est pour le coup un petit sujet sur l'acceptation externe. Pour le coup, on a déconstruit cette idée reçue d'un affichage qui serait d'une part extrêmement énergivore. Pour le coup, c'est peut-être consommateur d'électricité, mais il se trouve que c'est la nôtre, donc on est bien placé pour savoir qu'elle est de bonne qualité. Je fais un peu de pub au passage. Et par ailleurs, là où on a déconstruit aussi cette dimension-là, c'est en 2 points. Le premier point, c'est qu'on peut être vertueux jusqu'à ne pas communiquer, mais mieux vaut dépenser un peu d'énergie pour en économiser beaucoup via l'impact que ça a. Et le deuxième point, c'est que cet affichage rétro-éclairé, il est rétro-éclairé d'abord pour la sécurité des collectivités, pour l'aménagement des espaces, et pour le coup, ça fait partie des missions de service public qu'on peut avoir. Je ne veux pas parler à la place de Decaux et Claire Chanel en l'occurrence, mais ça fait partie de la contribution qu'on a à l'écosystème social que de contribuer à la vie des territoires en investissant ces espaces-là. Donc une fois qu'on a fait la pédagogie de ces 2 dimensions, c'est-à-dire l'impact que ça a et la contribution que ça représente au territoire, pour le coup, on a réussi à aplanir ces obstacles et à lancer la campagne qui n'a pas eu, pour le coup, d'effet boomerang de façon très importante. Oui, ça ne vous a pas tant heurté. On parle d'impact, avant que je passe peut-être la parole à Mélissa et qu'on écoute la question des étudiantes. L'impact carbone des campagnes aujourd'hui est très largement calculé, discuté, et on essaye tous de mettre l'industrie sur le bon chemin. Comment est-ce que vous travaillez ça avec à la fois vos agences créa à l'heure de produire et sur le plan justement média? Je crois que la maison a été assez en avance, parce que bien accompagnée en l'occurrence sur ces dimensions-là, sur la partie média spécifiquement. On a pris un peu de retard sur cette dimension-là, je pense, ces 2 dernières années, qui sont les miennes, donc j'en suis pas hyper fier. Pour le coup, on est allé jusqu'à l'exercice, notamment avec Havas Media, de faire le calcul de l'empreinte carbone d'une campagne. On s'est fait cette photo-là, on s'est fait
peur avec cette photo-là et on s'est arrêté au moment de prendre des décisions, c'est-à-dire est-ce qu'on va jusqu'à faire de l'empreinte carbone un KPI de campagne au même titre que d'autres leviers de performance. On n'a pas encore franchi ce Rubicon-là. Je pense que sur ce type de campagne, en fonction de leur thématique, on doit pouvoir commencer à faire varier certains curseurs. Ça fait partie de nos objectifs de reprendre la main sur ces sujets-là. La difficulté, est comme toutes les marques, hein, c'est jusqu'où on pousse la vertu financièrement parlant. La sobriété, elle se voit dans nos budgets. Donc, est-ce qu'on va dégrader leur performance financière en allant chercher des KPI invisibles pour les gens à qui on parle? C'est une question qui est compliquée et que j'ai hâte de remettre à l'ordre du jour parce que, pour le coup, elle fait vraiment partie prenante maintenant de nos métiers. Sur la partie création, on essaye, entre guillemets, comme tout le monde, de ne pas partir au bout du monde pour tourner des films. On produit en France quand c'est pas plus cher que de produire ailleurs, donc c'est pas une grosse vertu non plus. Pour autant, on essaye de faire du mieux qu'on peut dans les moyens et les temps qu'on a. On n'est pas au bout du chemin, mais en tout cas, à nouveau, je pense qu'on est engagé dans cette trajectoire-là. Merci beaucoup pour ces réponses. Écoutons la dernière question. Oui, bonjour. Je voulais savoir, en fait, on a pu remarquer que vous n'aviez pas du tout utilisé le terme de sobriété dans vos communications, même dans votre discours. Est-ce que c'est volontaire et si oui, pourquoi ? C'est une bonne question. En effet, c'est volontaire. Ça a été dit par Julie tout à l'heure. Hein. Nous, on a eu le sentiment très vite que la sobriété, ce n'était pas le mot des gens. C'est le mot du débat public, c'est le mot des journaux, mais ce n'est pas le mot de la facture. Nous, on a essayé de parler le langage de la facture et de parler de réduction de la consommation, de parler de conseils, de parler de solutions, d'équipements, d'outils, mais pas de parler d'un débat moralisateur pour donner l'impression d'une injonction à faire bien, alors que dans le même temps, nos tarifs étaient multipliés par 4, 5, 10. Donc on ne voulait pas non plus donner l'impression que si les gens voulaient faire des économies, il fallait qu'ils nous donnent plus d'argent, mais qu'ils fassent plus d'efforts. Mais vous l'avez fait en presse. Enfin, moi, je vous ai lu sur Uzbek, Erika, pas vous personnellement, mais EDF, dans différents titres. Donc, vous en avez quand même fait un usage. Tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on a essayé de conjuguer le terme de sobriété au pluriel, en considérant qu'il y avait un langage grand public qui n'est pas celui de la sobriété, mais qu'il y avait certains publics sur lesquels il fallait qu'on poursuive cette discussion autour de la sobriété comme phénomène sociétal, comme phénomène climatique. Et donc, sur certains titres spécialisés comme Uzbek, Madines, sur certains dispositifs particuliers avec des médias plus leader d'op, de presse nationale, pour le coup, on a essayé d'avoir ce langage-là aussi pour continuer à creuser ce sillon d'une sobriété qui est durable, qui est nécessaire et qui est en lien avec les enjeux climatiques. Merci beaucoup pour votre question et merci Aurélien d'avoir été avec nous ce matin. Voilà de quoi nourrir le prochain débat.